à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, nous le consacrons à une personnalité yvelinoise qui est ornithologue et qui sort un livre qui s'appelle « Ce que les oiseaux ont à nous dire » aux éditions Fayard. Grégoire Loïs, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très très bien, merci, et vous ? Super, c'est la première fois que je fais une visioconférence. Voilà, donc merci de nous rejoindre pour ce numéro. Vous êtes, comment vous définir ? Vous êtes ornithologue et vous travaillez au Muséum d'Histoire Naturelle. Voilà. Et vous dirigez une mission particulière. Exactement, en fait, au Muséum national d'Histoire Naturelle, je suis directeur adjoint d'une unité qui valorise et qui promeut les sciences participatives. C'est-à-dire qu'en fait, on propose et on se repose sur les observations des citoyens qui veulent bien s'intéresser à la nature, pour finalement dégager des grands patrons. Des grands quoi ? Des tendances, par exemple. Des grands patrons ou des tendances, si vous voulez, oui. De phénomènes naturels. Donc, par exemple, l'indicateur oiseau commun, qui est une des productions les plus anciennes qu'on a, puisque ça remonte quand même à 1989, le début de cette opération, le suivi temporel des oiseaux communs. L'indicateur oiseau commun nous permet d'évaluer, au fur et à mesure des années, les variations d'abondance des espèces d'oiseaux. Et ça repose sur le travail de bénévoles. Ah d'accord, vous faites faire le travail par les autres, c'est pas mal comme principe. Et racontez-moi. En fait, effectivement, c'est tout à fait le cas. On fait faire le travail par les autres. Ça marche. Pour une bonne raison, c'est que en ce qui concerne par exemple la météo ou les suivis de phénomènes, d'épisodes par exemple de ravageurs dans l'agriculture, il y a beaucoup de la puissance publique met beaucoup de moyens, mais finalement pour suivre la biodiversité, hormis les espèces gibier, d'une part, il n'y a pas grand-chose. Ah, vous voulez dire donc, pour le petit quotidien de tous les jours ? Voilà, c'est ça, pour les espèces qui sont pour la nature qu'on dit ordinaires. Alors dites-moi juste, je vous interromps parce que oiseaux communs, quels sont les oiseaux communs ? On va parler de France et d'Île-de-France si possible. Alors les oiseaux communs, c'est ceux qui sont suffisamment abondants dans nos statistiques pour être estimables. Donc en l'occurrence, c'est le merle noir, la fauvette à tête noire, l'alouette des champs qui risque de devenir moins commune. Elle décline de manière assez constante. C'est le verdier d'Europe, le pinson des arbres. C'est tous les oiseaux qu'on voit dans les parcs et jardins, mais aussi en ville, la corneille noire par exemple. On voit aussi en ville le pinson des bois. Le pinson des arbres, oui, on le voit beaucoup en ville. Pardon. Ah d'accord. Ouais, c'est lui qu'on entend pousser sa petite ritournelle, même dans les allées de platanes, au cœur des villes. Bon, il suffit de l'écouter. Alors justement, puisque vous parlez de chants d'oiseaux, il y a une chose qui m'a assez frappée, c'est lors de cette période de confinement, dès qu'il y avait une émission avec un invité au téléphone, c'était « Ah, on entend les chants d'oiseaux ». Ou enfin, on réentend les chants d'oiseaux, ce qui prouve quand même que c'est vital pour nous humains et que tout le monde y est attaché à ces chants d'oiseaux. Donc, il faudrait peut-être faire un petit peu plus attention pour que ça dure, déjà. Et qu'est-ce qui vous a donné à vous cet amour des oiseaux ? Est-ce qu'il y a une histoire de transmission ou pas ? Non, finalement, il y a assez peu d'histoires de transmission. Dans ma famille, il y avait un intérêt, une curiosité pour la nature, mais pas une transmission de savoir. Donc, cette curiosité, c'est plutôt une transmission de curiosité, si vous voulez. Pour le vivant. C'est-à-dire que je me rappelle, donc j'ai grandi, moi, aux Essarts-le-Roi, pas très très loin entre la vallée de Chevreuse et le massif de Rambouillet, si vous voulez, le long de la Nationale 10. Et donc, on avait des hirondelles de cheminée, l'hirondelle avec la queue qui a 2 longs filets, là, qui malheureusement voit ses populations diminuer vraiment fortement. Et donc, on avait des hirondelles de cheminée qui nichaient dans le garage, qui restaient ouverts en permanence. Et je me rappelle de voir mon père, moi, j'étais gamin, qui sort des vieilles jumelles de famille, un peu pas très efficaces, il faut bien le dire, et qui sort un bouquin, un espèce de gros bouquin du type les animaux du monde en images. Ouais, voilà, un truc pas très précis non plus, et qui essaie de voir ce que sont ces espèces et qui passe des heures à regarder ça. Donc effectivement, il y avait une transmission de curiosité. Ouais, c'est ça, c'est une transmission de curiosité. Mais il n'y avait pas d'ornithologue dans ma famille, il n'y avait pas de biologiste ou. En revanche, ça s'est construit comme ça, c'est-à-dire avec. J'avais la chance d'avoir un jardin énorme avec un bois, avec une mare, et donc c'était. Il y avait de quoi faire. C'était le spectacle permanent, quoi.
Très bien. Et ce que vous dites dans votre livre, et ce qui vous réjouit, c'est que vous, en revanche, vous avez vraiment transmis cette passion de l'ornithologie à votre fils, et que votre fille aussi a su comment dire, en faire profit. C'est pas très joli comme expression, mais dans son travail auprès des jeunes d'ados en difficulté. Enfin, voilà, ça c'est une transmission réussie. Ouais, mon fils, il est vraiment passionné, autant que je l'étais, avec les moyens qu'on a maintenant, c'est-à-dire les moyens qu'il a maintenant. Donc, par exemple, sa passion, c'est d'enregistrer les oiseaux avec un micro parabolique et d'essayer comme ça d'avoir la diversité des émissions sonores, de chants, de cris d'alarme, de cris de contact des jeunes, etc., des oiseaux. C'est un truc qui m'était inaccessible. À l'époque, c'était très compliqué. Il n'y avait pas les mêmes moyens. Voilà, non, mais avec le numérique, en fait, maintenant, il y a des sites internet sur lesquels on dépose collaboratif ses enregistrements, etc. Donc lui, il s'est engagé à fond. Et pour ma fille, en fait, ça s'est transmis de manière presque osmotique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'elle a absorbé malgré elle, parce que je parle des oiseaux qu'on voit tout le temps ou qu'on entend tout le temps, et donc elle a acquis du savoir sans la passion, mais elle a acquis du savoir qu'elle revalorise. Alors, est-ce qu'on peut dire en quelques mots, parce que ça risque d'être long malheureusement, quels sont les principaux facteurs qui font que les oiseaux disparaissent ? Alors, c'est assez simple, finalement, c'est pas très très compliqué. Les oiseaux souffrent de la faim. Donc on pourrait se demander, mais pourquoi les oiseaux souffrent de la faim après tout? Il n'y a plus d'insectes. Voilà, exactement. En fait, il y a eu un effondrement des populations d'insectes. Alors à cela s'ajoute effectivement le réchauffement climatique qui pénalise les espèces qui sont en limite sud d'aire de répartition chez nous et qui ont tendance à remonter vers le nord. Mais globalement, enfin en tous les cas principalement plutôt, la faim qui est causée directement par l'effondrement des populations d'insectes. Donc il y a eu 2 grosses publications qui sont sorties ces 2 dernières années. C'est absolument phénoménal. Et il faut savoir qu'en fait, même les oiseaux qui sont frugivores ou granivores, c'est-à-dire qui se nourrissent de fruits et de graines, au moment de l'élevage des jeunes, leur ressource, c'est des insectes. C'est-à-dire que les jeunes, il faut les nourrir avec des protéines. Et est-ce que du coup, ces oiseaux-là ont moins d'enfants, sachant qu'ils vont avoir moins à manger, ou ils meurent de faim ? C'est une question peut-être idiote. C'est une mortalité directe. On ne va pas trouver des oiseaux morts de faim au sol en se promenant par la campagne ou dans les villes ou dans les banlieues. Non, c'est pas du tout ça. C'est effectivement le succès de la reproduction qui est plus faible. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, là où le renouvellement des populations se faisait, par exemple, pour une espèce avec 4 jeunes par an, et ben là, il n'y a que 3 jeunes qui survivent. D'accord, ok. Donc, et je voulais vous demander... En fait, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vous interromps un petit peu, excusez-moi. Si nous, citoyens lambda, on a envie d'agir, à part moins polluer et arrêter de mettre des pesticides, si tant est qu'on en mette, est-ce qu'on peut nourrir les oiseaux, nous ? Enfin, moi, est-ce que je peux mettre des boules pour les oiseaux dans mon jardin, même en été ? Tout le monde dit qu'il ne faut pas le faire en été. En été, c'est assez peu utile, c'est presque inutile. Alors, il y a des courants un peu dogmatiques qui disent mais non seulement c'est inutile, mais en plus c'est dommageable pour les oiseaux parce que on fait chuter la compétition. La compétition dans la nature, malheureusement, on peut pas la faire chuter aussi simplement que ça. C'est vraiment une vision simple. Et puis du coup, ça permet un vrai plaisir, c'est de les voir. C'est assez égoïste. On les voit, du coup on les aime et on s'y attache. Et je pense que ça peut être un cercle vertueux. Je ne pense pas qu'ils meurent d'indigestion. Créer de l'empathie, découvrir ce monde qui est absolument fascinant. Et s'émerveiller de ça, c'est la première étape. Ouais, on est d'accord. Donc, en les nourrissant, ça nous permet de les voir. Parce que vous, ornithologue, vous êtes extrêmement sensible au chant. Alors, quand on n'est pas de la partie, le chant, c'est ravissant, mais on ne sait pas. Mais les couleurs, la beauté des oiseaux, déjà, c'est juste... Et alors, dernière petite question. Ces fameuses perruches vertes, perruches à collier, qui envahissent les capitales européennes et qui envahissent un peu tout, qui sont... des prédateurs, vous en dites quoi ? Non, des frugivores, non, c'est des frugivores. Ils prennent les nids des autres, non ? Eh bien, en fait, c'est une question qu'on s'est posée parce que, effectivement, alors chez nous, c'est relativement plus récent que, par exemple, à Amsterdam, à Barcelone, à Londres. Et donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il y avait comme compétition induite pour les sites de nidification, pour les ressources alimentaires, avec les autres oiseaux ? Et finalement, on n'en a pas mesuré.
C'est-à-dire qu'on a fait une étude assez précise à la mangeoire, hein, c'est-à-dire qu'on a nourri artificiellement et on demande aux gens de retranscrire en temps réel les interactions entre oiseaux à la mangeoire. Et finalement, une perruche papillée, c'est, pour les autres oiseaux, c'est l'équivalent d'un pigeon. Donc c'est pas très différent d'un pigeon. Et il y a la ressource, donc c'est des oiseaux qui sont cavernicoles, qui nichent dans les cavités dans les arbres, les perruches à collier. On s'est posé la question de la compétition entre espèces pour ces cavités. C'est-à-dire qu'il y a la citelle torche-peau, il y a le pigeon colombin, il y a tout un tas d'espèces qui nichent dans ces cavités. On n'a pas non plus trouvé d'effet. À Barcelone, il a été constaté un effet direct sur des chauves-souris qui occupaient ces cavités et qui sont virés manu militari par les perruches. Mais on n'a pas constaté cet effet chez nous. D'accord. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que vous nous conseillez pour... je ne sais pas, pour faire quelque chose d'utile pour ces oiseaux? Alors moi, ce que je conseille, donc, c'est à partir de cet automne, on commence le nourrissage et on essaie de s'inscrire dans un programme, c'est extrêmement bienveillant ces programmes parce qu'on est aidé par les autres, dans un programme d'observation. Au moment du confinement, on a eu une recrudescence de participants finalement parce que les gens étaient en quelque sorte désœuvrés. Je vais vous dire d'oiseaux, non, de participants. Et donc on regardait par la fenêtre les oiseaux, voilà. Et donc, ce que je conseille, c'est de participer, par exemple, au programme Oiseaux des Jardins ou au programme Bird Lab, qui est ce programme sur smartphone, où en fait, on retranscrit en temps réel les interactions à la mangeoire et de découvrir comme ça. On commence avec peu d'espèces, on commence par apprendre ce que c'est qu'un verdier, ce que c'est qu'un chardonneret, et puis finalement, à la fin, on reconnaît cette diversité et on s'émerveille de cette diversité. Et pourquoi est-ce que le corbeau freux, c'est votre petit chouchou, comme à beaucoup d'ornithologues, j'ai l'impression? Le corbeau freux, en fait, il a une sale réputation. Freux, mais oui, c'est pour ça. Vous l'aimez beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup, mais freux, c'est la contraction de affreux. Donc oui, vous le dites dans votre livre. Voilà, c'est un peu le mal-aimé, c'est un peu cet oiseau, finalement, dont on lui prête tous les mots. Alors, c'est vrai qu'il affectionne les semis, donc il mange les semis, c'est pas très sympa pour les agriculteurs, mais par contre, il a cette vie collective, c'est un oiseau qui niche en grand bastion collectif, et il a enfin moi j'ai découvert en allant en Écosse par hasard que finalement là-bas on pouvait l'approcher à 1 ou 2 mètres. Parce qu'il n'est pas en danger là-bas alors qu'il l'est chez nous. Non. C'est ça, hein. Exactement. Bon, écoutez, j'ai envie de vous poser 3 tonnes de questions, mais c'est pas possible. Donc, on va lire ce livre, déjà, qui nous apprend plein de choses, qui nous ouvre bien les yeux. Et puis, on va se demander aussi pourquoi on a encore le droit de chasser des oiseaux à la glu. Pourquoi ces gens n'ont pas d'enfants pour leur dire arrêtez, c'est dégueulasse. Mais enfin, ça, c'est encore un problème. Grégoire Loïs, merci. On va profiter de l'été pour observer les oiseaux, les nourrir et jouir de leur chant et de leur beauté. Merci. À très bientôt, j'espère. Au revoir, Grégoire.